Et si la plus grande victoire africaine contre la domination étrangère dissimulait, au cœur de sa célébration, une cage de fer invisible? Sur les écrans de tout le continent, l'image est flamboyante. Un accord historique d'1 milliard de dollars, un pipeline long de 2000 kilomètres, reliant le port atlantique de Walvis Bay jusqu'au Zimbabwe enclavé, asphyxié par les pénuries. Les promesses fusent, carburant à prix réduit, des milliers d'emplois et surtout un projet sans logo occidental ou chinois qui flatte la fierté panafricaine. Après des décennies de dépendance aux routes sinueuses et aux fournisseurs étrangers, ce pipeline apparaît comme une revanche de l'Afrique sur son destin. Mais derrière l'enthousiasme, une ombre s'étend. Qui contrôle vraiment ce robinet énergétique? Imaginez un pays entier plongé dans le noir. Pas une panne passagère, mais des coupures d'électricité qui durent jusqu'à 18 heures chaque jour. À Harare, Bulawayo, Gweru, la vie s'organise autour des horaires du courant et la pénombre dicte la fermeture des commerces comme le coucher des enfants sous la lumière vacillante d'une bougie. Ici, l'obscurité n'est pas un simple inconfort, c'est l'asphyxie quotidienne d'un peuple. Le Zimbabwe perd près de 6% de son produit intérieur brut chaque année à cause de cette crise énergétique. Les usines s'arrêtent, les ateliers réduisent leurs horaires, les commerces ferment avant la nuit, de peur de perdre leurs marchandises, faute de frigo fiables. Les familles s'écomptent devant chaque bougie, tandis que les entrepreneurs se battent pour garder leurs portes ouvertes. Prenons l'exemple d'une petite boulangerie à Bulawayo. Chaque matin, la propriétaire doit calculer combien de pain cuire en fonction des heures de courant disponibles. Quand l'électricité est coupée plus tôt que prévu, toute la pâte préparée est perdue, car les fours électriques restent au froid. Ce sont parfois des semaines de travail qui disparaissent en une journée sombre. Des ateliers de couture doivent refuser des commandes, incapables d'utiliser leurs machines à coudre industrielles. Dans les hôpitaux, les générateurs de secours consomment des litres de carburant coûteux, grignotant les budgets destinés aux médicaments. Mais derrière ces coupures, il y a des racines plus profondes. Le Zimbabwe n'a aucun accès à la mer. Chaque litre de carburant doit parcourir des centaines, parfois des milliers de kilomètres, passant par des routes fragiles, traversant plusieurs frontières. À chaque étape, les frais s'accumulent, taxes portuaires, coûts de transport, risques de corruption ou de blocage politique. Il suffit d'une crise monétaire dans la région pour que le pays ne puisse même plus acheter ce précieux carburant, dépendant de devises étrangères toujours plus rares. En 2016, par exemple, une crise de change au Mozambique a ralenti les importations, privant le Zimbabwe de carburant pendant plusieurs semaines. Les files d'attente aux stations-service s'étendaient sur des kilomètres. Les taxis, les bus scolaires, même les véhicules de police étaient recloués au sol. Les prix des denrées alimentaires ont explosé, et certains marchés ont fermé, incapables de transporter leurs marchandises. Cette dépendance transforme la moindre secousse extérieure en catastrophe nationale. Une grève à Durban, une crise à Maputo, aussitôt les stations sont à sec, les prix flambent, la vie devient encore plus chère. Pour des millions de Zimbabwéennes, c'est la précarité qui s'installe, la survie au quotidien, l'incertitude permanente. Dans ce contexte, le projet de pipeline annoncé résonne comme une promesse de salut. 2000 kilomètres d'acier pour relier le Zimbabwe à la plus grande raffinerie du continent, à Lagos. Fini les intermédiaires, les retards, les surcoûts. Sur le papier, c'est la perspective de carburant moins cher, de milliers d'emplois, et enfin d'un souffle pour l'économie nationale. Mais ce pipeline, présenté comme la planche de salut du Zimbabwe, révèle aussi sa fragilité. Sans solution locale, le pays reste condamné à négocier, à chaque crise, avec de nouveaux fournisseurs tout-puissants. L'enjeu dépasse l'accès à l'énergie. Il s'agit de souveraineté, de survie sociale, de la capacité d'un peuple à décider de son avenir. Pour comprendre l'ampleur de ce projet, rappelons quelques précédents historiques. Dans les années 70, le Nigeria a construit le pipeline Trans-Nigerian pour relier ses champs de pétrole à l'exportation. L'objectif était de contrôler la chaîne de valeur, mais la mainmise d'intérêts étrangers et d'élites locales a plongé la région dans des décennies de conflits et d'inégalités. En Russie, le pipeline Droujba, long de près de 4000 km, a longtemps servi d'outil de pression sur des pays d'Europe de l'Est, qui dépendaient entièrement du bon vouloir de Moscou pour leur approvisionnement énergétique. Ces exemples montrent que derrière chaque pipeline, il n'y a pas qu'une infrastructure. Il y a un rapport de force, parfois une dépendance, souvent des enjeux politiques cachés. Pourtant, derrière cette promesse d'indépendance, autre chose se dessine. Ce pipeline n'est pas qu'un simple tuyau sur une carte. Il devient une ligne de fracture, un outil de pouvoir qui pourrait, demain,
enfermer le pays dans une nouvelle forme de dépendance, cette fois-ci portée par des acteurs africains. Mais derrière cette grande promesse, les ambitions et les intérêts se multiplieront. Qui aura vraiment le contrôle de cette artère vitale? Quand le Sauveur devient architecte d'un nouvel ordre, le pipeline reliant Lagos à Bulawayo s'érige en symbole d'émancipation, bâti par des mines africaines à des tarifs africains, sans la signature d'un géant occidental ni chinois. Mais la véritable révolution, c'est la concentration inédite du pouvoir dans les mains d'un seul homme. Aliko Dangote a su contourner les multinationales pour façonner une infrastructure stratégique conçue pour l'Afrique, mais placée sous son contrôle exclusif. Ce pipeline de plus de 2000 km ne se contente pas de relier deux nations. Il tisse une toile de dépendance nouvelle, logistique et politique. Le carburant franchit désormais la distance sans s'enliser dans un maquis de frontières, de taxes ni de raquettes. Il coule fluide depuis la raffinerie privée la plus puissante du continent. Chaque goutte qui arrive au Zimbabwe est une victoire, mais aussi un avertissement. Désormais, celui qui tient le robinet n'est plus un État lointain, mais un empire privé. Les anciens maîtres chancellent. Les sociétés occidentales, les investisseurs venus de Chine, les réseaux locaux corrompus, tous voilà leurs repères bouleversés. L'Afrique n'est plus seulement la cour de récréation des grandes puissances, mais quand la tutelle change de visage, la question demeure. Le continent s'émancipe-t-il vraiment ou troque-t-il une dépendance contre une autre? Pour illustrer ce danger, rappelons comment, dans les années 90, des sociétés pétrolières privées ont verrouillé l'accès à l'énergie en Amérique latine, parfois au détriment des populations. Au Venezuela, la privatisation du secteur a permis une concentration extrême du pouvoir, menant à des crises politiques majeures lorsque les intérêts privés ont divergé des besoins publics. Ce scénario pourrait se reproduire en Afrique si les garde-fous institutionnels ne sont pas solides. Derrière la façade du projet africain, la réalité du pouvoir reste trouble. Qui fixe les prix? Qui empoche les profits? Quelles garanties pour les citoyens, pour les États? Rien n'est gravé dans la pierre. Le risque est colossal. Un acteur privé, fût-il africain, peut désormais dicter le tempo de plusieurs économies, accélérer ou freiner la croissance, peser sur les décisions politiques de gouvernements entiers. Là où des multinationales étrangères imposèrent leurs règles, c'est un magnate local qui façonne à présent le paysage énergétique, sans réel contre-pouvoir, sans vote, sans débat public. Pour l'Afrique, le dilemme est vertigineux. Le pipeline brise les chaînes coloniales, mais pourrait forger un nouveau carcan, forgé non plus par des intérêts étrangers, mais par une ambition privée dont le prix véritable reste inconnu. Mais si la promesse d'autonomie séduit, l'Afrique doit aussi s'interroger sur les conséquences de ce pari. Qui, au final, paiera le prix de cette nouvelle ère? Deux avenirs s'affrontent, et chacun dépend des décisions prises aujourd'hui. Le continent africain est à un point de bascule. Ce pipeline, vanté comme la promesse d'une indépendance énergétique, peut emmener l'Afrique vers une vraie souveraineté. Mais tout se jouera sur la façon dont les nations concernées choisiront d'en user. Si l'Afrique saisit cette chance pour transformer ses institutions, ouvrir ses marchés et exiger la transparence, alors le pipeline pourrait devenir un levier de libération. Les recettes issues du gaz pourraient en financer des industries locales, former une nouvelle génération de talents, réduire la pauvreté et bâtir une économie affranchie de la simple exportation des matières premières. Pour la première fois depuis des décennies, les cartes seraient entre les mains africaines, l'occasion de briser la dépendance extérieure et d'imposer une véritable indépendance. Prenons l'exemple du Botswana, qui a su miser sur la transparence de ses revenus miniers pour bâtir une société plus égalitaire. Les taxes sur les diamants sont redistribuées à travers des programmes sociaux, offrant un modèle d'utilisation vertueuse des ressources naturelles. L'Afrique peut s'inspirer de tels exemples pour éviter que le pipeline ne serve qu'à enrichir une minorité. Mais le piège n'est jamais loin. Si les gouvernements se reposent sur la facilité ou laissent la gestion du pipeline à une poignée d'intérêts privés, ils risquent seulement de remplacer une tutelle étrangère par une domination locale, tout aussi dangereuse. L'Afrique pourrait alors se réveiller sous la coupe d'un empire privé où l'accès à l'énergie, pilier de toute économie moderne, serait décidé par quelques magnates, loin des citoyens et de leurs représentants. Pour mieux saisir ce risque, imaginons un scénario. Une mésentente politique entre le Nigeria et le Zimbabwe conduit à une suspension temporaire du flux de carburant. Les usines ferment, les transports publics s'arrêtent, la pression monte dans la rue. Sans mécanisme de médiation ou de contrôle indépendant, le pipeline devient une arme de chantage économique. Le pipeline, selon ceux qui en détiennent la clé, peut aussi bien faire circuler la richesse que l'étouffer.
Si le pouvoir reste concentré, la moindre rupture de dialogue ou le plus petit conflit politique deviendront des menaces existentielles pour des millions de vies. L'histoire l'a prouvé, les monopoles, qu'ils soient nationaux ou étrangers, finissent toujours par servir l'intérêt de ceux qui les possèdent, rarement celui des peuples qui en dépendent. Les enjeux dépassent de loin le Zimbabwe ou le Nigeria. D'autres pays enclavés, la Zambie, le Malawi, l'Ouganda, les nations du Sahel, observent avec attention. Si ce modèle réussit, il sera imité, exporté, amplifié. Mais s'il se transforme en piège, la dépendance s'enracinera et avec elle le risque d'un continent prisonnier de ses propres chaînes. L'Asie du Sud-Est a connu des situations similaires. Le Myanmar, par exemple, s'est retrouvé dépendant d'un unique pipeline contrôlé par une entreprise étrangère, ce qui a limité sa marge de manœuvre diplomatique et économique. L'Afrique doit tirer les leçons de ses expériences internationales pour éviter de tomber dans le même piège. Le sort de la souveraineté africaine pour toute une génération se joue maintenant, dans la volonté de construire des institutions fortes, d'exiger des contre-pouvoirs, de ne pas céder aux sirènes du contrôle privé sans transparence. L'avenir énergétique du continent et sa liberté économique dépendent de cette vigilance. Alors comment empêcher ce rêve d'indépendance de sombrer dans le cauchemar du monopole ? Une nouvelle bataille commence loin des projecteurs, celle des règles, des contrats, des décisions invisibles qui façonneront le destin du continent. Mais qui, en coulisses, tient vraiment les rênes ? Le véritable pouvoir ne réside pas dans la longueur du pipeline ou dans les chiffres affichés par les médias. Il se trouve dans la capacité des citoyens à exiger des comptes, à surveiller chaque décision qui façonne leur quotidien. Sans ce regard collectif, même le projet le plus ambitieux peut se transformer en piège silencieux, verrouillé par l'opacité. Pour empêcher que ce pipeline ne devienne l'instrument d'un nouveau monopole, la transparence doit être absolue. Qui détient chaque part ? Quels contrats lient les acteurs ? Comment les prix sont-ils fixés et contrôlés ? Tant que ces réponses ne sont pas publiques, la souveraineté reste une façade et la dépendance une menace tapie dans l'ombre. Concrètement, quelles mesures peuvent être mises en place ? Premièrement, l'exigence de publication des contrats, à l'image de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, ITIE, qui oblige les États et les entreprises à dévoiler les termes des accords énergétiques. Deuxièmement, la création d'autorités de régulation indépendantes où siègent des représentants de la société civile, des experts et des parlementaires. Troisièmement, la possibilité pour les citoyens de saisir la justice en cas d'abus, comme cela se pratique au Ghana, dans le secteur minier. Les parlements, les communautés locales et la diaspora doivent être associés à chaque étape du processus. Les choix énergétiques impactent la vie de millions de familles, déterminent la survie de milliers d'entreprises et influencent la stabilité de gouvernements entiers. Abandonner ces décisions à une poignée d'intérêts, c'est ouvrir la porte à une nouvelle oligarchie, locale certes, mais tout aussi périlleuse que les anciennes puissances étrangères. Il faut diversifier les sources d'énergie, encourager la concurrence loyale et renforcer les institutions de contrôle. Aucun groupe, aucune entreprise, aucun individu ne devrait pouvoir verrouiller l'accès à l'énergie d'un pays ou d'une région. Seule l'ouverture du marché, la multiplication des fournisseurs et le durcissement des règles permettront de protéger le bien public contre la tentation du contrôle total. Dans le secteur électrique kényan, l'ouverture à plusieurs producteurs indépendants a permis de faire baisser les prix et de limiter le pouvoir des monopoles. C'est un exemple dont l'Afrique australe peut s'inspirer pour équilibrer les forces en présence autour de ce pipeline. La diaspora occupe une position stratégique. Par sa voix, son expertise, ses investissements et son influence politique, elle peut peser sur le débat et exiger davantage de responsabilités. En s'impliquant, elle devient le trait d'union entre les citoyens du continent et les mécanismes de surveillance internationale. Sa mobilisation peut faire basculer l'équilibre vers plus d'équité et de vigilance. De nombreux exemples montrent la puissance de la diaspora. Lors de la crise du pétrole au Nigeria en 2012, ce sont les Nigérians de l'étranger qui ont relayé les revendications sur les réseaux sociaux, alertant l'opinion internationale et forçant le gouvernement à négocier avec la société civile. La diaspora zimbabwéenne pourrait jouer un rôle similaire dans la surveillance du pipeline, en finançant des audits indépendants ou en soutenant des campagnes de sensibilisation. Voilà l'enjeu. Sans vigilance, une nouvelle élite imposera ses propres règles derrière des portes closes. Mais avec implication et exigence, ce pipeline peut devenir un levier d'émancipation, faire baisser les prix, défendre la souveraineté et offrir un avenir plus juste à tous. Reste à savoir, concrètement, comment agir pour influencer ces choix décisifs, même à distance.
Quels leviers sont à la portée de chaque citoyen, où qu'il se trouve? Découvrons-les ensemble. Premièrement, l'information est une arme. Suivre l'évolution des contrats, demander la publication des chiffres, interpeller les élus et les médias, chaque question posée est une pierre dans la construction de la transparence. Deuxièmement, l'engagement communautaire. Les associations locales, les collectifs citoyens, les ONG spécialisées dans l'énergie ou la gouvernance peuvent organiser des ateliers, des débats publics et former des observateurs indépendants capables d'alerter en cas de dérive ou de conflit d'intérêts. Troisièmement, l'investissement responsable. Les membres de la diaspora peuvent orienter leurs envois de fonds ou leurs investissements vers des initiatives qui favorisent la transparence et la diversification énergétique. Projets solaires communautaires, entreprises de stockage d'énergie, plateformes de suivi citoyen des projets d'infrastructure. Quatrièmement, l'action politique. Voter, écrire à ses représentants, participer aux consultations publiques, interpeller les institutions régionales comme la Communauté de développement d'Afrique australe, SADC, ou l'Union africaine pour exiger des chartes de bonne gouvernance énergétique. Cinquièmement, la pression internationale. Mobiliser les médias, interpeller les partenaires financiers, solliciter l'appui d'organisations comme Transparency International ou la Banque africaine de développement pour conditionner leur soutien à des règles claires et à des audits réguliers. Dans le prochain acte, nous explorerons des stratégies concrètes pour que chacun puisse peser sur l'avenir du pipeline et sur la gouvernance de l'énergie africaine. Les solutions existent, même pour ceux qui vivent loin du continent. Ce n'est pas le logo sur le pipeline qui décide, mais la voix de celles et ceux qui refusent de plier l'échine. L'avenir du continent ne s'écrit plus derrière de lourdes portes verrouillées, dans des bureaux climatisés de bailleurs étrangers ou de compagnies pétrolières invisibles. Aujourd'hui, chaque citoyenne, chaque entrepreneur, chaque famille peut exiger que le progrès ne soit pas confisqué par une poignée d'hommes en costume, venus d'ici ou d'ailleurs. L'indépendance proclamée n'a de sens que si elle devient souveraineté économique concrète. Si ce pipeline n'est que le cordon ombilical d'une nouvelle dépendance, alors la victoire est une illusion, et les chaînes changent seulement de forme, non de maître. Le cœur de la révolution ne tient ni à la longueur du tuyau, ni à la couleur du drapeau sur le siège social. Il réside dans la transparence des contrats, la juste répartition des bénéfices et la force de chaque voix à peser dans les décisions. À quoi bon une infrastructure africaine si elle ressuscite, sous un visage local, les mêmes logiques d'exclusion et de concentration du pouvoir qui ont appauvri nos peuples pendant des générations? Le futur africain se joue maintenant, entre soumission silencieuse et souveraineté partagée. Ici, bien plus que le prix du carburant ou la durée des coupures d'électricité, c'est la dignité de décider ensemble de notre destin qui est en jeu, sans filtre, sans tutelle, sans crainte. N'attendons pas que d'autres écrivent l'histoire à notre place. Réclamons que la lumière reste allumée, non seulement dans nos rues, mais aussi dans les salles où se négocient les contrats. La puissance d'un continent ne se mesure ni en kilomètres de pipeline, ni en promesses télévisées, mais en citoyens capables de dire non lorsque l'intérêt collectif est menacé. C'est à nous tous, ici et dans la diaspora, de choisir, accepter des règles imposées dans l'ombre ou imposer notre propre clarté. Le silence coûte trop cher. La parole